Bonjour, merci d'être là ce matin. Je m'appelle Frédéric Gagnon. Je dirige la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal. Je dirige également l'Observatoire sur les États-Unis au sein de la chaire, puis je suis professeur titulaire de sciences politiques à l'UQAM également. En mon nom, au nom de la chaire Raoul Dandurand, au nom aussi de mon collègue Stéphane Paquin, qui est professeur à l'ENAP et qui dirige le GERIC, vous aurez l'occasion de l'entendre aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à ce colloque qui s'intitule « Les relations Canada-Québec-États-Unis à l'ère Trump 2.0 ». Écoutez, je ne veux pas vous étourdir, mais il reste 1423 jours à la présidence de Donald Trump, et ce, s'il respecte le cadre constitutionnel américain et accepte de quitter effectivement après 2 mandats. Mais on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. On va se concentrer sur le moment présent et c'est clair que son retour à la Maison-Blanche a provoqué une onde de choc partout dans le monde. On voit les débats en Ukraine cette semaine. M. Zelensky sera présent à Washington, nous dit-on, vendredi. Ça a des répercussions au Proche-Orient, un peu partout dans le monde, mais ici aussi au Canada et au Québec, où les déclarations du président américain sur le 51e État, ces menaces de tarifs commerciaux dont on va parler aujourd'hui, suscitent beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. On le voit, Donald Trump estime avoir reçu un mandat en novembre dernier, un mandat plus fort qu'en 2016, pour mettre en œuvre son programme « Make America Great Again », son programme « America First ». Vous pouvez lire les quelques 80 ou presque décrets présidentiels signés de la main du président à l'aide de ces charpies qui nous permettent de connaître quelles sont ses priorités et ses chantiers pour les prochaines semaines. Certains décrets ont été remis en question, ça aussi on l'a vu, mais certains décrets nous concernent directement, on va en parler aujourd'hui. On va essayer de prendre un pas de recul ou un pas de côté. J'ai envie de dire un pas de côté parce que vous l'avez vu aussi dans l'actualité, une des stratégies de ce président, c'est la fameuse stratégie flood the zone. Inonder le terrain, nous inonder d'informations à un point tel où on ne sait plus par quel sujet commencer, par quel dossier traiter en priorité. Il y a des critiques de Trump en sol américain qui disent que cette stratégie-là, c'est un peu de nous forcer à boire l'eau qui sort d'un boyau d'incendie. Donc, la pression est forte, il y a beaucoup d'eau et c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, on va essayer de prendre un pas de côté, de se tasser, d'éviter cette eau-là pour essayer de réfléchir calmement pendant toute une journée à la manière dont les politiques migratoires, frontalières, de défense climatique, industrielle, économique, commerciale de Trump risquent de nous affecter. C'est possible de le savoir, mais on va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui. Donc, quelle stratégie aussi nos gouvernements devraient-ils mettre en œuvre pour préserver les intérêts du Canada et du Québec? Comment peut-on reconfigurer ou repenser nos relations avec les États-Unis et le reste du monde dans ce contexte international des plus incertains? Voici quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Ce colloque, je dois le dire, est co-organisé par, oui, la chaire Raoul Dandurand, je l'ai mentionné tantôt, mais aussi le groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec que Stéphane Paquin dirige, le Canada Institute du Wilson Center, vous aurez l'occasion d'entendre en conférence inaugurale, je vais vous le présenter dans un instant, son directeur, Christopher Sands, qui est un ami et un collègue avec qui on collabore souvent. Et donc, c'est un plaisir de vous convier à ce colloque. Si vous avez regardé le menu, vous verrez qu'on aura la conférence inaugurale de Christopher Sands et ensuite 4 ateliers qui porteront sur les divers sujets que je viens d'évoquer dans mon petit mot d'intro. Dans le premier atelier, on va parler de frontières, d'immigration, de sécurité et de défense. Et je remercie tout de suite les collègues qui ont accepté de participer à cet atelier. Christine Mallette-Plouffe de l'Université de Sherbrooke, Justin Massy de l'Université du Québec à Montréal, Élisabeth Vallet du Collège militaire royal de Saint-Jean et Andréane Bissonnette, que j'ai vue tout à l'heure, qui est postdoctorante à la Western Washington University. Durant le deuxième atelier, on va se pencher sur la vision géoéconomique de Trump et sur les enjeux climatiques et environnementaux. Vous aurez l'occasion, et je les salue, d'entendre Guillaume Beaumier de l'ENAP, Annie Chaloux de l'Université de Sherbrooke, Nathalie de Marcellis-Warin de Polytechnique Montréal, et je participerai aussi à cet atelier-là. Et en après-midi, on va regarder un petit peu plus vers l'avant en se demandant, au-delà des déclarations choc et tout ça des dernières semaines, qu'est-ce qui s'en vient, notamment en matière économique et commerciale, avec la possible révision de la CEUM. On vous propose 2 ateliers là-dessus.
Un, où on entendra des universitaires, des profs qui se penchent sur ces questions-là depuis un bon bout de temps. J'ai nommé Richard Ouellette de l'Université Laval, qui est juste ici, Geneviève Dufour de l'Université de Sherbrooke. Stéphane Paquin va participer à cet atelier. On entendra aussi Michel Rioux, ma collègue de l'Université du Québec à Montréal. Et en terminant, on va encore parler de la CEUM, du rôle du Québec dans la renégociation de cet accord, possible renégociation. Mais là, on aura l'occasion d'entendre des diplomates, des praticiens et des gens d'affaires. Charles-Félix Ross de l'Union des producteurs agricoles du Québec, Véronique Proulx de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Benjamin Belair, qui est délégué du Québec à Washington. Et je dois le dire, ce colloque-là, on le tient aussi en collaboration avec Benjamin et le Bureau du Québec à Washington. Son équipe, Benjamin et son équipe ont participé aux réunions qui ont permis de concevoir le programme qu'on vous propose aujourd'hui. Et à 17h, restez là parce qu'on vous propose un cocktail de réseautage et ce sera aussi l'occasion de lancer un ouvrage que Stéphane Paquin, Christopher Kirky de SUNY Plattsburgh, que vous verrez un petit peu plus tard, et moi-même, avons dirigé et qui porte sur les relations entre le Québec et les États-Unis. Donc, voici le programme. Et avant de vous présenter notre conférencier d'honneur pour la conférence inaugurale, j'aimerais remercier un certain nombre de personnes et d'organisations qui ont fait en sorte que ce colloque puisse se tenir aujourd'hui. Bon, les organisateurs, je les ai nommés un petit peu déjà, mais je veux remercier et saluer Stéphane Paquin, un ami personnel, un collègue avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et donc, dès qu'on a commencé à réfléchir à cette idée, on s'est dit on va faire une version à Montréal, une version à Washington qui aura lieu au mois de juin. Et on espère que ce colloque-là mènera à des publications ultérieures avec certaines des collègues que vous entendrez aujourd'hui. Je remercie Chris Sands aussi, le Canada Institute du Wilson Center, le Bureau du Québec à Washington et Benjamin Belair, mais également des partenaires à la diffusion, le Conseil des relations internationales de Montréal, le Bureau des diplômés de l'UQAM. Je remercie aussi la chaîne CIPAC qui va filmer nos conversations aujourd'hui qui seront diffusées sur ce réseau un peu plus tard au cours des prochaines semaines. Et je remercie aussi, en terminant, nos partenaires, le Center for the Study of Canada et l'Institute on Quebec Studies de l'Université de New York à Plattsburgh et Chris Kirky, son directeur tout particulièrement, la chaire Jari Lovski sur la confiance et le leadership politique, et en terminant, un partenaire de longue date de la chaire Raoul Dandurand du GÉRIC et de plusieurs centres et chaires de recherche au Québec qui se spécialisent sur les relations internationales, le ministère des Relations internationales et de la francophonie. D'ailleurs, Madame la ministre Biron, Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie, tenait à vous adresser quelques mots aujourd'hui. On va l'entendre en format vidéo pour quelques minutes. Bonjour, c'est un plaisir de m'adresser à vous dans le cadre de cette conférence sur les relations entre le Canada, le Québec et les États-Unis à l'ère Trump 2.0. Je souhaite commencer par remercier les organisateurs, Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, Stéphane Paquin, directeur du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec, et Christopher Sands du Woodrow Wilson Center de Washington, D.C. Je veux également souligner la contribution de notre délégué du Québec à Washington, Benjamin Belair, à cette conférence. Voilà donc 39 jours que le président Trump est entré en fonction et la relation canado-américaine s'en trouve passablement bouleversée. On le savait que, démocrates ou républicains, un vent protectionniste soufflerait à Washington. Nous avons donc renforcé nos effectifs diplomatiques de 20% pour consolider nos relations avec nos partenaires américains en amont de l'élection. Mais depuis sa victoire du 5 novembre, le président Trump a multiplié les déclarations incendiaires au sujet des tarifs, allant même jusqu'à parler d'annexer le Canada pour en faire le 51e État. Le premier objectif du gouvernement du Québec, c'est d'éviter les tarifs et une guerre commerciale avec notre principal partenaire. Le grand partenariat canado-américain qui a fait notre prospérité pendant des décennies semble bel et bien derrière nous. La grande alliance canado-américaine a évolué, probablement un partenariat plus transactionnel. Dans ce contexte, marqué par l'incertitude, il faut diminuer notre dépendance. La diversité des marchés s'impose. Mais les États-Unis resteront notre principal partenaire commercial, protectionniste ou non, nous continuerons de faire des affaires avec nos voisins du Sud. Il est donc important de maintenir le dialogue ouvert à tous les niveaux avec nos alliés. C'est pourquoi notre gouvernement continue de mener des missions sur le territoire américain.
D'ailleurs, aujourd'hui, 27 février, je suis moi-même en mission au New Jersey et un petit peu plus tard en Pennsylvanie pour défendre nos intérêts et réitérer l'importance du Québec dans les chaînes d'approvisionnement. Le Québec entend maintenir sa réputation auprès des Américains en tant que partenaire fiable et indispensable, donc gardons la tête froide et tentons de trouver des pistes de solutions pour tempérer la situation. Les discussions que vous aurez aujourd'hui seront certainement enrichissantes pour la stratégie du Québec. Trouvons ensemble des solutions pour rétablir un climat de collaboration et de partenariat dans notre intérêt mutuel. Je vous remercie. Bonne conférence. Donc, on remerciera Madame la ministre. Juste avant de vous présenter notre conférencier d'honneur, j'ai fait un petit oubli. Il y a aussi Christophe Cloutier-Roy qui est ici aujourd'hui et qui est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand et il va animer le 2e atelier aujourd'hui. Sinon, il y aura d'autres animations, mais de personnes que j'ai déjà nommées. Mais je voulais quand même saluer Christophe Cloutier-Roy. And to kick off our conversations, we'll now have the chance to hear an inaugural address by our colleague and friend Christopher Sands. I'm going to introduce him to you, but he told me he's going to give his address in French. Wow, that's going to be very interesting. Thank you so much, Chris, for doing that. Looking forward to it. Okay, Christopher Sands is the director of the Wilson Centers Canada Institute. He is a specialist on Canada, U.S.-Canadian relations, and North American economic integration. He is the co-host of the Canusa Street podcast and a regular panelist on the Wilson Center's America's 360 podcast. His most recent book, co-edited with David M. Thomas, is Canada and the United States, Differences That Count. Dr. Sands is also a board member of the Canada-United States Law Institute, the Institute for Research on Public Policy, the MacDonald Laurier Institute, and the University of California, Berkeley Canadian Studies Program. He was a founding member and officer of the Canadian Politics section of the American Political Science Association. He is also a member of the editorial board of the Canadian Foreign Policy Journal. And although frequently mistaken for a Canadian, he was born and raised in Detroit, Michigan. Chris, thank you so much for joining us this morning, and the microphone is yours. Good to see you. Good to see you. Bonjour et merci, Frédéric, pour cette présentation très généreuse. C'est un honneur personnel d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux que le Wilson Center soit un partenaire de la chaire Raoul Dandurand et son observatoire sur les États-Unis pour cette recherche importante sur l'avenir des relations entre le Canada et mon pays, les États-Unis. Je suis venu à Montréal plusieurs fois pour discuter de ce sujet. Dans les années 1990, j'ai parlé de la relation entre nos pays alors que les accords de libre-échange transformaient nos économies. Dans les années 2100, après les attaques du 11 septembre 2001 à New York et Washington, nous avons beaucoup discuté de la sécurité aux frontières, devenue une priorité plus grande pour les États-Unis que la facilitation du commerce. Et puis, dans les années 2010, notamment après 2016, je suis revenu à Montréal pour parler de Donald Trump et du défi qu'il posait au consensus que nous avions construit ensemble. Un consensus selon lequel le libre-échange était bénéfique, que la coopération en matière de sécurité aux frontières était nécessaire, mais aussi possible, et qu'elle permettait d'assurer la prospérité économique des deux pays. Lors de son premier mandat présidentiel, Donald Trump
a critiqué l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, qu'il considérait comme un mauvais accord pour les États-Unis. Il menace d'en sortir à moins que le Canada et le Mexique n'acceptent de renégocier. Beaucoup d'entre nous étions inquiets et ne voyons pas la nécessité de modifier l'accord. Pourtant, cette renégociation a abouti à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, l'ACEUM, qui a bien fonctionné. Il a préservé l'accès au marché américain pour les entreprises canadiennes et renforcé les chaînes d'approvisionnement, y compris avec le Mexique, bien sûr. Ce fut un succès bipartisan aux États-Unis. La CEUM reçut plus de soutien au Congrès que l'accord libre-échange Canada-États-Unis, l'ALENA, ou encore l'accord de l'Uruguay Round, qui a créé l'Organisation mondiale du commerce. Et, d'après mes conversations avec les membres du 119e Congrès, la CEUM reste populaire aujourd'hui à Washington. Cependant, au début de son deuxième mandat, le président Trump risque de compromettre son propre succès en menaçant d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, ainsi qu'une taxe de 10% sur le pétrole, le gaz naturel et les minéraux critiques du Canada. Il a aussi évoqué un second tarif sur tout l'acier et l'aluminium importés de l'étranger, ainsi que des mesures de réciprocité. Le premier de ces tarifs, 25% sur toutes les importations américaines en provenance du Canada, sera-t-il appliqué le mardi 4 mars ou le 2 avril? D'après les déclarations confuses du président Trump hier, je ne peux pas donner de réponse définitive. L'une des justifications avancées par le président pour ce nouveau tarif est la sécurité frontalière. Il souhaite que le Canada investisse davantage pour lutter contre l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de fentanyl. Ottawa a promis d'investir 1,3 milliard de dollars supplémentaires dans la sécurité aux frontières. Pourtant, les menaces de tarifs douaniers persistent. Peut-être est-ce parce que Ottawa est aujourd'hui perçu comme moins crédible qu'avant. Le Premier ministre Justin Trudeau a démissionné. Le Parti libéral est en train de choisir un nouveau chef. Une élection fédérale aura lieu plus tard cette année. Face à cette incertitude, plusieurs premiers ministres provinciaux et gouvernements provinciaux sont venus à Washington pour rencontrer des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants. Ils ont cherché à établir des contacts avec le cabinet de Trump et avec le président lui-même. Ce qui m'impressionnait, c'est que malgré les menaces américaines contre le Canada, tant de Canadiens ont choisi de dialoguer avec nous plutôt que nous opposer en silence froid. Le contexte de ces tensions
est également préoccupant. La montée en puissance de la Chine et ses actions hostiles, y compris son ingérence dans les élections canadiennes, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les conflits actuels au Moyen-Orient, menaçant le commerce international. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, une question se pose. Comment gérer les relations canado-américaines à l'ère de Trump 2.0? À mon avis, cette conférence et le livre du professeur Frédéric Gagnon à UQAM et du professeur Stéphane Paquin à l'ENA sont un excellent point de départ. Aujourd'hui, nous discuterons la sécurité aux frontières, de la géopolitique mondiale et de l'avenir de l'ASEAN. Et surtout, nous ne devons pas oublier un élément essentiel, le temps. Le temps ne s'arrête pour personne et le président Trump a un temps limité pour agir. D'abord, parce qu'il est aujourd'hui le président américain le plus âgé à entamer un mandat à 78 ans. Certains spéculent qu'il pourrait ignorer la Constitution et tenter de rester au pouvoir plus longtemps. Personnellement, j'en doute, étant donné son âge. Ensuite, parce que les élections de mi-mandat auront lieu aux États-Unis en 2026, les républicains pourraient perdre la Chambre des représentants et peut-être même le Sénat. Un Congrès plus affirmé ralentirait inévitablement M. Trump. Enfin, après ces élections de mi-mandat, Washington et le reste du pays se tourneront vers la présidentielle de 2028. Qui seront les candidats? En républicain, en démocrate? Je prédis que ce sera quelqu'un le plus jeune de moi, et j'ai 57 ans. Les États-Unis sont un pays jeune, tout comme le Canada. La majorité de nos électeurs appartiennent aux générations Y et Z, et ils héritent d'un monde en plein bouleversement. D'ici l'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants, nous devons chercher à renforcer les relations entre le Canada et les États-Unis à chaque occasion que se présente. Et, comme au hockey, nous devons parfois reg the puck, c'est-à-dire ralentir le jeu en défendant. Le temps est du côté de l'avenir. Enfin, ce discours n'est pas dans la langue de « je maîtrise le mieux », comme vous voulez. En fin de compte, je reste un autre Américain venu de Washington et à la recherche de pardon. Merci beaucoup. Chris, your French is better than my English, first of all, and your French is better than what we hear sometimes in our political debates here in Canada. I'm just going to say that. Thank you so much for this talk. Some optimism, I think we need it in Canada and in Quebec. We're going to talk about time. I think it's really important what's coming up in 2026. Of course, the Democrats might be able to win one or maybe both houses of Congress, and that's going to change the dynamic in Washington. And that's probably why Trump wants to go very fast with his program right now.